Monsieur Boris Cyrulnik, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On parle de burn-out au féminin. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Alors, il n'y a pas longtemps, ça s'appelait la dépression d'usure au travail. Et maintenant, c'est anglicisé, ça s'appelle burn-out. C'est-à-dire que les femmes, plus que les hommes, se brûlent en travaillant trop et en étant perfectionnistes. Or, il se trouve que ce désir féminin d'être parfaite, mère parfaite, femme parfaite, est une usure. Et que ça participe à l'épanouissement, mais ça transmet quelque chose au bébé qu'elle porte ou dont elle s'occupe. Et on sait maintenant qu'il y a une transmission à travers les générations et que quand une femme est stressée pendant sa grossesse, les substances du stress, c'est-à-dire le cortisol, le catécholamine, il y en a d'autres, mais ça c'est les deux substances vedettes, passe la barrière du placenta et que le bébé que ces femmes portent déglutit un liquide placentaire bourré de substances toxiques pour le bébé. Ce qui veut dire que quand la mère est stressée, quelle que soit la cause de son stress, ça peut être sa propre histoire, ça peut être son mari violent, ça peut être l'absence de présence sécurisante, l'absence de famille, c'est beaucoup la précarité sociale, ou bien sûr la guerre ou les accidents de la vie. Or, c'est donc hétérogène. Quand la mère est stressée, alors qu'elle est enceinte ou alors qu'elle s'occupe de petits, ça transmet quelque chose de biologiquement qui altère le cerveau de l'enfant. Donc si j'arrête mon raisonnement maintenant, vous allez être désespéré. Donc je vais vite ajouter une phrase pour dire qu'il suffit de sécuriser la mère, par le mari, par la famille, par les décisions de protection et d'entourage, pour que la mère sécurisée devienne sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Parce que le bébé est à un stade étonnamment plastique de son développement, donc les altérations sont faciles à provoquer et sont faciles à réparer. Mais ce sont des décisions, c'est un autre mode de raisonnement, c'est un raisonnement beaucoup plus écologique qui fait que dès qu'il faut s'occuper de ce moment sensible de la vie d'une femme, porter un enfant et s'occuper d'un bébé. Alors, ce burn-out au féminin, pour vous, il est le résultat d'une évolution du genre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, les femmes qui existent aujourd'hui n'existaient pas avant, ou très rarement. On a affaire à de nouvelles femmes. Or, les conditions de développement d'une petite fille sont étonnamment différentes. Il y a quelques générations où dans les pays en difficulté ou dans les pays où la guerre valorise la violence, fait de la violence une valeur adaptative, les femmes sont désavantagées parce qu'elles sont moins violentes que les hommes. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais dans la violence conjugale, c'est 80% d'hommes, 20% de femmes. Dans les prisons, c'est 97% d'hommes, 3% de femmes. Et je ne sais pas pourquoi les femmes sont moins violentes physiquement. Or, il se trouve que les petites filles aujourd'hui ont des conditions de développement qu'elles n'ont jamais eues dans l'histoire auparavant. La violence qui fabriquait du social, les frontières sont presque toutes le résultat de guerre, le résultat de violence. La violence qui était une valeur adaptative pendant toute la construction des sociétés, ont donné la mort pour ne pas mourir, ont tué les animaux pour ne pas mourir de faim, ont tué les adversaires pour qu'ils ne viennent pas nous voler nos biens, ou parce qu'il y avait des guerres de croyances. Et aujourd'hui, la violence n'est que destruction, alors qu'il y a quelques générations, ou encore dans certains pays du monde, elle était construction. Or, on a fait des progrès civilisationnels qui fait qu'aujourd'hui, la violence n'est que destruction. Destruction des familles, destruction des femmes, destruction des enfants, et destruction des hommes aussi, parce que la domination, qui était la règle socialisante, coûtait cher à tout le monde. Aux dominés, bien sûr, et aux dominants aussi. Tout le monde payait. Et les jeunes sont en train de découvrir que peut-être il y a une autre manière de vivre ensemble, et notamment l'affection, l'affectivité. Quand j'étais gamin, on nous disait que l'affection était une pollution de l'esprit scientifique. Et maintenant, on découvre que l'affection est structurante des enfants qui se développent dans un attachement confiant. Quand on donne à un enfant la confiance en lui, il s'attache, il s'oriente vers les autres de manière confiante, il parle avant les autres, et actuellement, ce qui fabrique du social, ça n'est plus la force physique, ce n'est plus le corps qui fait du social. Pendant des générations, des millénaires même, les femmes faisaient du social avec leur ventre. Le ventre des femmes appartenait à l'État ou au clergé. Elles devaient mettre au monde le plus d'enfants possible, des garçons de préférence,
pour faire la guerre ou pour descendre à la mine 15 heures par jour. J'ai presque connu ça. J'ai connu des ouvriers qui travaillaient 10 heures par jour et qui ne voyaient la lumière du jour que 2 mois par an. Donc ça, les jeunes n'en veulent plus. Ils veulent une manière plus heureuse de vivre et l'affection, qui est une démarche scientifique aujourd'hui, l'affection est une valeur relationnelle. Et il se trouve que le développement des petites filles est beaucoup plus facile et bien plus précoce que celui des petits garçons. Pour des raisons qu'on peut discuter, il y a des hypothèses variables, mais qui ne sont pas des vraies explications, mais c'est encore des hypothèses de recherche. Or, dans les consultations de psychiatrie d'enfants, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Il y a très peu de filles. Une des hypothèses, c'est que XX des filles est plus stable que le XY des garçons. Je ne suis pas sûr de ça, mais c'est une hypothèse de réflexion et de recherche. Et dans ce décalage d'évolution, décalage au niveau de la violence, décalage aussi au niveau de l'apprentissage. Exactement. Ça veut dire que les petites filles qui sont plus agréables à élever, elles travaillent mieux, elles parlent mieux, elles sont plus stables, elles s'adaptent plus facilement, et le résultat, c'est qu'elles ont à 12 ans, ce qui est évalué sur le plan hormonal, sur le plan développement physique et sur le plan des tests neuropsychologiques, à 12 ans, les petites filles ont déjà une avance de 2 ans. Ce qui est sur le plan socialisateur de notre culture, c'est-à-dire ce qui fait du social aujourd'hui, c'est plus le corps, le ventre des femmes et les bras des hommes. Ce qui fait du social aujourd'hui, c'est le diplôme. L'école est devenu le nouvel hiérarchisateur, on peut dire hiérarchisateur, des classes sociales. C'est-à-dire que maintenant, les classes, ceux qui ont accès aux métiers intéressants, aux bons salaires, donc au bon logement, donc aux bonnes conditions éducatives pour les enfants, c'est le diplôme qui nous donne ça. Alors qu'il n'y a pas longtemps, je fais partie d'une génération où 3 ou 4% d'une classe d'âge passait le baccalauréat. Aujourd'hui, on est, je crois, aux 90%. Donc ça veut dire que ce qui fait du social aujourd'hui, c'est le diplôme où les femmes sont excellentes. Elles parlent mieux, elles obtiennent de bons résultats scolaires parce qu'elles sont en avance. Quand on arrive à l'âge du baccalauréat qui met les jeunes sur une orbite sociale, les jeunes femmes de 18 ans sont des jeunes femmes, des jeunes adultes. Elles sont instables, elles sont capables de planifier leur travail, elles ont un programme d'existence, elles savent ce qui leur plaît, ce qu'elles ne veulent pas, et surtout elles ont terminé leur fatigue de croissance. Elles commencent à devenir maîtresses de leur destin. À 18 ans, un garçon qui démarre sa puberté après une fille, et c'est probablement les conditions techniques qui aggravent cette différence, un garçon est très en retard, il est en pleine fatigue de croissance, et il grandit plus vite, plus longtemps après les filles, mais au moment du bac, au moment de prendre son orbite sociale, il est en pleine fatigue de croissance, ce qui fait que les filles font des performances scolaires encore meilleures à ce moment-là. Donc ça va faire un problème anthropologique absolument passionnant pour la génération de vos enfants. C'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver au monde depuis 3 et 4 ans, eh bien c'est eux qui vont avoir ce problème à résoudre. Comment va-t-on faire pour vivre avec des garçons et des filles, pour vivre dans des conditions développementales étonnamment différentes en 2 générations ? Donc on a une femme qui devient chef de famille, et puis on a un homme qui devient beaucoup plus maternel, avec un rapport affectif plus grand. Alors vous êtes presque en train de me dire que les hommes vont devenir les dents de la mer. Mais, mais je crois pas. Alors oui, ça va se faire. Ça commence déjà, où quand une femme part à la chasse le matin pour apporter son butin du soir, et quand l'homme accepte ou veut bien ou désire s'occuper des enfants, parce que les hommes qui étaient chefs de famille jusqu'à maintenant, c'était les représentants de Napoléon dans la famille. Mais ces chefs de famille n'étaient jamais dans la famille. Et maintenant, les hommes sont en train de découvrir le bonheur de l'affection. Provoquer, s'attacher à un enfant, c'est pas désagréable du tout. C'est beaucoup mieux que de travailler 15 heures à la mine ou de dormir par terre pour faire la guerre. On est moins héroïsé, mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce que c'est plus agréable ? Donc cette nouvelle condition des femmes entraîne une nouvelle condition des hommes, ce qui entraîne pour les enfants des images identificatoires incroyablement différentes. En 2 générations, les enfants ne vont pas avoir du tout les mêmes
pôle d'attraction. Donc ça veut dire que maintenant, est-ce que les femmes vont devenir chefs de clinique, chefs de famille? Je pense que ce qu'on constate, c'est que quand les femmes ont acquis un haut diplôme, elles ont donc un bon salaire, elles ont donc un bon métier, de bonnes conditions de logement, et très souvent elles épousent ou vivent avec un homme qui lui-même a acquis une bonne formation professionnelle et intellectuelle et scolaire. Et que dans ce niveau social-là, il y a pratiquement une parité. Même si les femmes investissent la maison plus que les hommes découvrent l'investissement de l'affectif, mais il y a une forte tendance à la parité. Ce qui n'est pas le cas pour les petits diplômes où les métiers sont instables, mal payés, peu gratifiants, et généralement les femmes abandonnent un métier désagréable dès qu'elles ont 1 ou 2 enfants à coup sûr, parce qu'elles devraient consacrer pratiquement tout leur salaire pour qu'une autre femme s'occupe de leurs enfants. Donc elles préfèrent arrêter de travailler pour s'occuper elles-mêmes de leurs enfants, ce qui aggrave la disparité dans ce niveau social. Donc on voit qu'on ne peut pas séparer l'ontogenèse, le développement de soi, selon notre sexe ou notre genre, comme on dit maintenant, on ne peut pas le séparer de la culture, du contexte culturel. Mais alors pourtant, le burn-out, quand il frappe aussi ces femmes diplômées qui viennent d'accoucher. Comment on peut l'expliquer ? Alors le scandale actuel, c'est que le burn-out frappe beaucoup les femmes. Et que si les femmes ne s'intéressaient pas à leurs enfants, ce qui arrive, c'est rare, mais ça arrive, elles sont protégées du burn-out. Alors que lorsqu'elles veulent bien faire leur travail et bien s'occuper de leurs enfants, eh bien, elles sont candidates au burn-out. Le perfectionnisme féminin les mène au burn-out, même si elles sont aidées par leur mari. Ce qui fait que la nouvelle condition des femmes, c'est un petit peu la nouvelle condition des mères, c'est un peu la solitude. Avant, quand j'étais gamin, une femme, toutes mes copines d'enfance, à 20 ans, elles avaient 1 ou 2 enfants. Or, aujourd'hui, les femmes mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans. Donc, la première niche, le premier habitat d'un bébé, c'est l'utérus. Eh bien, cet utérus n'est plus le même qu'il y a 2 générations. Il y a 2 générations, c'était une jeune femme entourée, qui avait des entraves sociales, mais qui était entourée par sa famille. Parfois même, elle le payait de l'oppression familiale, mais elles n'étaient pas seules. Or, aujourd'hui, on constate que ce sont des femmes plus âgées. Le maximum de fécondité pour une femme, c'est 25 ans. 31 ans, on commence à penser à la médicalisation de la grossesse. Ça ne veut pas dire que ça va mal se passer, mais ça veut dire qu'il faut commencer à surveiller le diabète, l'hypertension, pour que la femme et le bébé n'en aient pas les contre-coups. Ça se passe bien la plupart du temps, mais ça médicalise. Donc ça veut dire que ces femmes qui ont fait des études, qui ont commencé à travailler, qui sont actives, qui sont socialisées, elles mettent au monde un bébé et elles se retrouvent seules à la maison avec un tyran domestique adoré qu'on appelle bébé. Et une très belle définition. et alors, et la solitude, elles ne savent pas, elles ont été socialisées. Et elles ne connaissent pas ça. Et la pire agression psychologique et neurologique, c'est la solitude. La neuroimagerie actuelle montre qu'une femme, un homme seul, mais là on raisonne pour les jeunes mères, une jeune mère seule, son cerveau est altéré. Sa sécrétion d'hormones sont modifiées. Et ça transmet quelque chose au bébé qui a une niche sensorielle appauvrie parce que la mère est malheureuse. J'ai bien dit, c'est pas la mère. C'est le malheur de la mère, c'est pas pareil, hein. C'est le malheur de la mère qui appauvrit la niche sensorielle du bébé, et le bébé se développe difficilement parce que la mère est malheureuse à cause de son histoire, son mari, la société, la précarité, la guerre, etc. Donc ça veut dire que cette augmentation du burn-out maternel est due au perfectionnisme et peut-être aussi à l'ambition féminine, et que les bébés, les enfants, ont un contre-coup. Mais tout ça, c'est résiliable à condition d'offrir aux femmes enceintes une protection, une sécurité, parce qu'une mère sécurisée devient sécurisante pour son enfant. Donc il est important de mettre en place les conditions relationnelles, affectives et politiques
des conditions de surveillance d'une femme enceinte, d'entourage affectif d'une femme enceinte ou d'une jeune mère, pour que tout le monde en profite. Les femmes, bien sûr, les bébés, et les maris ne seront pas malheureux si leur femme ou leur bébé se développe mieux. Très bien. Alors, pour terminer, une question, bien sûr, sur la résilience. On ne peut pas dire que ces jeunes mères qui vont essayer de tenir face au burn-out doivent faire preuve de résilience. Que doit-on dire pour pouvoir essayer de décrire cette force qu'il leur faut déployer pour tenir? Alors, les femmes qui, avant l'épreuve, ont acquis des facteurs de protection, c'est-à-dire beaucoup de femmes, c'est-à-dire l'art de la parole, elles sont douées. Les diplômes, elles font des performances supérieures aux garçons, parce qu'elles se développent plus vite et mieux. L'entourage affectif, une femme qui parle, qui a des amis autour d'elle, qui a une famille autour d'elle, a peu de chances de faire une dépression, si elle a acquis avant, au cours de son propre développement, des facteurs de protection. A l'inverse, une femme qui, avant de mettre au monde un bébé, a acquis des facteurs de vulnérabilité, dysfonction familiale, petit diplôme, difficultés de développement pour des causes de maladie ou pour des causes de difficultés familiales, ou des fois pour des causes de guerre, des causes de destruction sociale. Ces femmes, retard de langage, petit diplôme, donc métier instable. Donc ça veut dire que ces femmes ont acquis des facteurs de vulnérabilité lorsqu'arrive l'épreuve souhaitée de la grossesse. Et l'épreuve souhaitée, pas toujours, mais dans l'immense majorité des cas, de la maternité. C'est une épreuve. Mais si elles sont entourées, elles vont surmonter cette épreuve et tout le monde va en profiter. Si elles sont isolées, elles ne surmonteront pas l'épreuve et là, il y aura beaucoup de dépressions périnatales. Et on voit actuellement que les dépressions périnatales après l'accouchement augmentent très rapidement et que même on voit apparaître maintenant des dépressions prénatales de femmes enceintes qui se mettent à déprimer. Ce qui veut dire que le bébé n'a pas du tout la même niche sensorielle et que lui-même va prendre un retard de développement. Résiliable, si on protège la mère, le bébé va en profiter. Donc ça veut dire que, et puis surtout on voit apparaître maintenant un scandale insupportable, c'est le suicide des jeunes mères. Avant, une mère en difficulté était entourée. Il y avait un groupe de femmes qui s'occupaient du bébé et qui s'occupaient de la mère en difficulté. Il y avait le lit des relevailles chez beaucoup de paysans où la femme disait « je suis fatiguée ». Aujourd'hui, elle n'emploierait plus ces mots. Donc elle allait dans le lit des relevailles, le groupe de femmes s'occupait du bébé et de la femme, et puis un jour la femme disait « bon ben maintenant, je peux me relever », ça s'appelait le lit des relevailles, parce que la culture, la famille avait prévu une protection affective et matérielle, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où une femme, même diplômée, si elle est seule, elle cassera comme les autres, surtout si elle a acquis des facteurs de vulnérabilité avant de devenir mère. Alors l'isolation, ça ne veut pas dire l'empêcher de travailler. Le retour au travail aussi peut être très très violent lorsqu'on fait un burn-out. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ce retour, cette réintégration sociale face à la responsabilité d'élever l'enfant ? Alors, si une femme est entourée par celui qui est désigné comme le père, mais le mot père désigne un statut d'homme s'occupant des enfants étonnamment différent selon les cultures. Mais dans notre culture occidentale, on pense que le père, c'est l'amant. Enfin, ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures. Mais enfin, dans notre culture, on dit que le père, c'est l'amant. S'il y a un congé paternité, la mère n'est pas seule. Ça renforce le couple. L'enfant est entouré par une niche sensorielle, affective, coordonnée. La mère s'en va, le père est là, c'est un substitut affectif de grande valeur si il a tissé avec le bébé un lien d'attachement. Si le père est un étranger dans sa famille, ce qui était le cas du père napoléonien, que les féministes ont assassiné en 1974 avec la parentalité, avec la loi sur le chef de famille a été assassiné et a été remplacé par les parents, la responsabilité des parents. Si le père est là, eh bien, c'est une image sécurisante, c'est une figure d'attachement sécurisante. La mère peut partir à la chasse le matin, le père sera une figure maternelle sécurisante. Si le père part travailler, la mère a une petite antériorité, mais il est important que le père soit
près de la mère et différencié de la mère de façon à ce que le bébé apprenne à aimer, s'attacher à deux figures d'attachement proches et pourtant différentes. Ça ouvre son champ de conscience. Une maman, c'est pas un papa, et pourtant je les aime tous les deux de manière différente. Et ça apprend à l'enfant à s'attacher à des figures différentes. Ça ouvre son esprit. Alors que si la mère est seule, même si elle déprime pas, elle apprend au bébé une seule figure d'attachement, ce qui à l'adolescence sera une restriction. Alors que si le père est là, d'où l'importance du congé paternité, si le père est là très tôt, la femme est sécurisée, si elle part à la chasse, le bébé a quand même de quoi se développer, et à l'adolescence, l'adolescent aura appris à aimer plusieurs figures d'attachement différentes, donc il se débrouillera. Et donc un meilleur épanouissement. Merci beaucoup Boris Cyrulnik d'avoir été avec nous. Je suis Gila Clara Kessous, artiste de l'UNESCO pour la paix. Je vous invite à suivre la suite de nos réflexions pour la Journée internationale des droits de la femme.